À 36 ans, sans script ni téléprompteur, Ibrahim Traoré fait face aux caméras à Ouagadougou et la salle sent qu'un seuil approche. Des avertissements attribués à Benjamin Netanyahou auraient bien circulé. Et pendant des décennies, ce type de pression obtenait le silence, par peur d'isolement ou de sanctions. Mais si le silence ne fonctionne plus, que devient l'équilibre quand un capitaine-président parle de souveraineté, de dignité, et refuse d'être rappelé à l'ordre? En une semaine, Tel Aviv se tait, et ce vide devient un signal. Ce récit ne promet pas un discours héroïque de plus, mais une lecture claire de ce qui se joue quand un acte de parole rompt une habitude ancienne. Pour le spectateur, l'enjeu est simple: comprendre comment un moment précis peut modifier des calculs politiques, médiatiques et symboliques bien au-delà du Burkina Faso. Il ne s'agit pas de glorifier ni de condamner, mais d'examiner les conséquences concrètes. Qui gagne en marge de manœuvre, qui perd en influence, et pourquoi le silence peut parfois peser plus lourd qu'une réponse officielle. Si cet épisode est mal compris, il risque d'être réduit à une séquence virale sans portée durable. S'il est lu avec attention, il révèle des lignes de fracture anciennes dans les relations entre l'Afrique, les puissances extérieures et leurs récits dominants. Ibrahim Traoré n'est ici ni un mythe, ni une exception isolée, mais un point focal qui permet de suivre ces tensions. L'enjeu, enfin, est personnel pour celui qui regarde. Savoir reconnaître quand un symbole annonce un simple bruit médiatique et quand il marque un déplacement réel du rapport de force. En moins de 48 heures, une prise de parole filmée passe d'une salle de conférence à des millions d'écrans, tandis que plusieurs dirigeants du Sahel la relaient presque simultanément. Cette vitesse, inhabituelle pour un message venu de Ouagadougou, indique que l'épisode dépasse le cadre d'un simple discours et touche un air régional sensible. Le contexte éclaire cette accélération. Depuis des décennies, de nombreux États africains ont appris à traiter les avertissements venus de l'extérieur par la discrétion et l'évitement. Les coûts perçus de la confrontation semblaient supérieurs aux bénéfices symboliques d'une réponse publique. Cette logique a façonné des pratiques diplomatiques prudentes, parfois silencieuses, où la parole était pesée moins pour ce qu'elle disait que pour ce qu'elle risquait de déclencher. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de rupture. Jeune capitaine devenu président, il s'exprime sans note, en tenue militaire, et revendique ouvertement la souveraineté et la dignité comme ligne rouge. Le contenu n'est pas entièrement nouveau, mais la forme et le moment modifient sa portée. L'absence de filtre diplomatique transforme un message attendu comme interne en signal externe. Le Sahel, déjà traversé par des recompositions politiques au Burkina Faso, au Mali et au Niger, fournit un terrain réceptif. Des dirigeants confrontés à des défis similaires, sécuritaires et économiques, reconnaissent dans cette séquence un écho à leurs propres tensions avec des partenaires traditionnels. La circulation rapide du message reflète cette reconnaissance mutuelle. Ici, le point décisif tient alors moins aux mots eux-mêmes qu'à la réaction qu'ils déclenchent. Le silence observé du côté israélien, au lieu d'éteindre l'affaire, l'amplifie. Il suggère que les outils habituels, réponses officielles, démentis, pression discrète, ne sont pas immédiatement mobilisés. Ce décalage ouvre une question centrale. Si l'ancienne mécanique de dissuasion ne s'enclenche plus automatiquement, quel nouvel équilibre est en train d'émerger autour de la parole politique africaine? La scène sert de fil conducteur pour comprendre l'impact précoce de l'épisode. La salle de conférence à Ouagadougou est dense, chargée d'attentes. Les journalistes sont debout, les caméras déjà prêtes, non parce qu'un scoop est annoncé, mais parce que quelque chose d'inhabituel est pressenti. Ce climat compte autant que les phrases prononcées. Le personnage central n'adopte pas les codes classiques de la communication politique. La tenue militaire rappelle un parcours, mais aussi une posture. Parler comme un officier, pas comme un diplomate. Cette simplicité visuelle réduit la distance entre l'orateur et le public, tout en renforçant la gravité du moment. Le message semble moins négociable, moins réversible. L'impact immédiat se mesure d'abord dans la salle. Le silence qui suit certaines déclarations n'est pas celui de la surprise, mais celui de la reconnaissance. Les personnes présentes comprennent qu'elles assistent à un moment qui sera cité, repris, discuté.
cette perception collective agit comme un amplificateur avant même toute diffusion numérique. Très vite, l'effet se propage hors de la pièce. Les premières réactions ne viennent pas d'analystes officiels, mais d'observateurs régionaux et de responsables politiques voisins qui y voient un signal plus large. Le discours est interprété non comme une attaque ciblée, mais comme un marqueur de positionnement. Il dit moins contre que jusqu'où. À ce stade, l'impact reste symbolique, mais il est déjà structurant. Il redéfinit le cadre dans lequel les réactions ultérieures devront s'inscrire. Répondre, ignorer ou temporiser devient un choix lourd de sens. Le personnage guide n'est donc pas seulement un individu, mais un point de référence autour duquel se réorganise la lecture des événements. Avant la prise de parole, le cadre est celui d'une routine diplomatique bien connue. Des informations circulent sur de possibles avertissements adressés à des dirigeants africains, des messages dont les contours restent flous mais dont l'intention est perçue comme dissuasive. Dans ce schéma, la réponse attendue est généralement indirecte, consultation privée, communiqué prudent ou simple silence destiné à éviter l'escalade. Le système fonctionne parce que chacun connaît les règles implicites et les coûts associés à leur transgression. Puis la logique se rompt publiquement. Ibrahim Traoré entre dans la salle, s'avance vers le micro et choisit de répondre à voix haute à ce qui, jusque-là, se traitait à huis clos. Il ne cite pas une chaîne d'événements détaillée, mais pose un principe. Le Burkina Faso ne se place plus dans une relation de subordination verbale. Ce choix transforme un signal discret en acte visible. La rupture n'est pas technique, elle est symbolique. Le moment le plus tendu survient lorsque le message est formulé sans ambiguïté. Les mots évoquent la souveraineté, la dignité et le refus d'obéir à des injonctions extérieures, quelles qu'en soient les sources. La salle devient silencieuse, non par incompréhension, mais parce que chacun saisit les implications. À cet instant précis, le discours cesse d'être local. Il est déjà pensé comme un message destiné à être entendu ailleurs, au-delà des murs de la conférence. La suite arrive vite. Dans les heures qui suivent, les extraits vidéo commencent à circuler. Les réseaux sociaux servent de relais principal, mais aussi de filtre interprétatif. Les images sont reprises, commentées, contextualisées. Des slogans émergent, des messages de soutien se multiplient et l'épisode est reformulé comme un acte de défi collectif plutôt qu'une initiative isolée. La chronologie se contracte. Ce qui prenait autrefois des jours ou des semaines se joue désormais en quelques heures. Un premier cercle de résonance se forme dans la région. Des dirigeants du Sahel, confrontés à des pressions comparables, relaient le message ou expriment leur solidarité. Ce soutien n'ajoute pas de faits nouveaux, mais il modifie la perception du risque. La parole n'est plus celle d'un seul État exposé, mais d'un ensemble qui observe, teste et ajuste ses positions en fonction des réponses, ou de leur absence. Viennent ensuite des secousses plus diffuses, mais durables. L'absence de réaction officielle immédiate du côté israélien est interprétée de multiples façons: prudence, hésitation ou recalibrage stratégique. Ce silence devient lui-même un élément du récit. Il suggère que la séquence ne peut pas être traitée selon les mécanismes habituels de rappel à l'ordre. Ainsi, la chaîne des événements se referme provisoirement sur une situation ouverte. Rien n'est résolu, mais le cadre a changé. Ce qui était autrefois un échange asymétrique s'est transformé en test public des lignes rouges. Et ce test, qu'il soit suivi ou non d'effets concrets, laisse une trace durable dans la manière dont les acteurs évaluent désormais le coût et la valeur de la parole politique. Avant cet épisode, la visibilité internationale des prises de parole venues du Burkina Faso suivait un schéma relativement stable. Les déclarations officielles restaient majoritairement confinées aux canaux institutionnels, reprises de façon limitée par les médias internationaux, puis rapidement remplacées par d'autres sujets jugés plus prioritaires. Le niveau de circulation numérique existait, mais il demeurait fragmenté, dépendant d'audiences déjà acquises aux questions panafricaines ou sahéliennes. Après la conférence de presse, le changement apparaît immédiatement. En l'espace de quelques heures, des extraits vidéo commencent à circuler de manière organique sur plusieurs plateformes, sans coordination centrale apparente. Sur la plateforme X, autrefois appelée Twitter, des comptes jusque-là peu suivis voient leur publication relayée massivement. Sur Telegram,
des canaux politiques régionaux enregistrent une hausse soudaine d'abonnements. Sur WhatsApp, le contenu franchit des cercles privés, passant des groupes militants aux discussions familiales et communautaires. Le changement n'est pas seulement quantitatif, il est structurel. Ce basculement se mesure aussi dans la diversité des relais. Le message n'est plus porté uniquement par des militants ou des médias alternatifs, mais par des profils hétérogènes, étudiants, travailleurs, membres de la diaspora, responsables locaux. Cette transversalité élargit la portée symbolique du discours. Elle indique que la séquence touche des publics qui, habituellement, consomment l'information politique de manière distante ou fragmentée. Le contraste avec le traitement médiatique traditionnel renforce cette lecture. Alors que la diffusion numérique s'accélère, la couverture par les grands médias occidentaux reste limitée, parfois réduite à de brèves mentions. Ce décalage crée un effet de miroir. Plus l'absence de traitement institutionnel est visible, plus la circulation horizontale apparaît comme une alternative crédible. Le silence médiatique, au lieu de freiner l'attention, agit comme un multiplicateur indirect. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage narratif. Son image, son âge, sa posture et la forme directe de son intervention facilitent l'identification et la mémorisation. Le contenu est facilement découpable en extraits courts, adaptés aux logiques de partage rapide. Cette compatibilité avec les formats numériques explique en partie la vitesse de propagation, indépendamment de toute infrastructure médiatique classique. Un autre indicateur du changement réside dans la réaction des acteurs politiques régionaux. Le fait que des dirigeants du Mali ou de la Guinée relaient ou commentent la séquence dans un délai rapproché modifie l'échelle de lecture. Ce soutien ne s'accompagne pas de chiffres précis, mais il agit comme un signal qualitatif fort. Il indique que le message est perçu comme pertinent au-delà du cadre national et qu'il mérite d'être intégré dans des calculs politiques plus larges. Enfin, le silence observé du côté israélien constitue lui aussi une donnée. Là où une réponse rapide aurait été attendue, l'absence de réaction publique devient une information en soi. Elle suggère une phase d'évaluation, voire de prudence, face à un environnement informationnel moins contrôlable. Cette non-réponse ne clôt pas la séquence, elle la prolonge. Pris ensemble, ces éléments dessinent un déplacement mesurable. On passe d'une communication périphérique à audience limitée à un événement narratif central, porté par des réseaux décentralisés et difficilement maîtrisables. Ce changement ne réside pas dans un chiffre isolé, mais dans la combinaison de vitesse, de portée et de diversité des relais. Il constitue l'un des effets les plus tangibles de la prise de parole, au-delà de son contenu symbolique immédiat. Les critiques les plus solides de cette séquence ne portent pas sur la sincérité du discours, mais sur ses risques potentiels. Une première inquiétude revient souvent. Une rhétorique aussi directe pourrait exposer le Burkina Faso à des représailles diplomatiques ou économiques. Dans un environnement international asymétrique, certains estiment qu'un État aux marges de manœuvre limitées a plus à perdre qu'à gagner en rompant publiquement avec des partenaires puissants. Selon cette lecture, la prudence verbale n'est pas une soumission, mais une stratégie de survie. Une deuxième inquiétude est tout aussi fréquente. Les mots, aussi forts soient-ils, ne changeraient pas les rapports matériels de pouvoir. Les structures économiques, les dépendances financières et les contraintes sécuritaires demeurent. Sans transformation concrète, le discours risquerait de rester un symbole éphémère, incapable de produire des bénéfices durables pour la population. Dans ce cadre, l'attention médiatique pourrait même détourner l'énergie politique de réformes plus urgentes et moins visibles. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux car ils s'appuient sur des expériences passées. De nombreux dirigeants africains ayant défié ouvertement l'ordre établi ont effectivement subi des pressions ou des sanctions. Cependant, la réponse à ces inquiétudes repose sur un déplacement du contexte plutôt que sur une négation des risques. Le premier élément de réponse tient à la dimension collective émergente. Lorsque des dirigeants voisins relaient ou soutiennent implicitement la prise de parole, le coût de l'isolement individuel diminue. Le risque n'est pas supprimé, mais il est redistribué. Le second élément concerne l'environnement informationnel. La diffusion rapide et décentralisée du message limite la capacité des acteurs externes
à contrôler le récit. Une réaction punitive trop visible pourrait renforcer, plutôt qu'affaiblir, la portée symbolique de l'épisode. Dans ce sens, le silence observé chez certains acteurs peut être interprété comme une reconnaissance tacite de cette contrainte nouvelle. Enfin, la question de l'efficacité ne se limite pas à des résultats immédiats. La parole publique peut modifier les attentes, redéfinir ce qui est politiquement pensable et élargir l'espace du débat. Ibrahim Traoré n'altère pas instantanément les structures économiques, mais il contribue à déplacer les lignes discursives dans lesquelles ces structures sont justifiées ou contestées. Ce déplacement, même s'il est graduel, peut influencer des décisions futures, tant internes qu'externes. Ainsi, la critique n'est pas infondée, mais elle sous-estime l'effet cumulatif des signaux symboliques dans un contexte en recomposition. Le débat réel n'oppose pas le discours à l'action, mais interroge la manière dont la parole peut préparer, contraindre ou accélérer certaines actions à venir. Au centre de la séquence, ce n'est plus la déclaration initiale qui surprend, mais ce qui suit. Après l'intervention d'Ibrahim Traoré, de nombreux observateurs attendent une réponse officielle claire, un démenti, une mise au point, ou au minimum une réaction diplomatique classique. Rien ne vient. Les jours passent, et l'absence de parole du côté israélien s'installe comme un fait politique à part entière. Ce silence modifie la lecture de l'événement. Dans un système international habitué aux échanges codifiés, ne pas répondre revient à reconnaître que les règles ordinaires ne s'appliquent plus totalement. Une réaction trop frontale risquerait d'amplifier la portée symbolique du discours, tandis qu'une réponse tardive pourrait paraître défensive. L'option du non-dit devient alors un choix stratégique, même s'il laisse l'interprétation ouverte. Pour les publics africains et diasporiques, cette absence est souvent perçue comme une validation indirecte. Le message initial n'est ni corrigé, ni contesté publiquement. Il circule donc sans contre-récit institutionnel fort. Cette situation renforce l'idée que la prise de parole a déplacé le centre de gravité du débat, au moins temporairement. Le point médian de l'histoire n'est donc pas une nouvelle action, mais une suspension. Elle crée un espace d'incertitude où chacun projette ses attentes, ses espoirs ou ses craintes. Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement un orateur pour devenir un repère autour duquel se lisent des silences lourds de sens. Les conséquences de cette séquence ne se déploient pas de manière uniforme. Elles se répartissent différemment selon les acteurs concernés, chacun lisant l'épisode à travers ses propres intérêts et contraintes. Pour les États et gouvernements de la région, l'effet immédiat est surtout cognitif. Le discours et surtout l'absence de réponse officielle extérieure introduisent l'idée qu'une prise de position publique peut ne pas entraîner automatiquement une sanction visible. Cette perception, même provisoire, élargit l'éventail des options envisageables dans les échanges diplomatiques futurs. Ibrahim Traoré devient ainsi un précédent observé avec attention, plus qu'un modèle immédiatement reproductible. Pour les décideurs économiques et les entreprises, la situation est plus ambivalente. D'un côté, l'incertitude accrue peut susciter de la prudence. Les investisseurs sensibles à la stabilité institutionnelle s'interrogent sur la trajectoire politique et sur les risques de tension avec des partenaires internationaux. De l'autre, certains acteurs locaux et régionaux perçoivent une opportunité, celle de redéfinir des partenariats sur des bases plus équilibrées en mettant en avant la transformation locale des ressources et une plus grande autonomie décisionnelle. Le discours agit ici comme un signal faible mais structurant, incitant à recalibrer les attentes. Pour les populations et les citoyens, l'impact est principalement symbolique mais non négligeable. La circulation massive des images et des extraits crée un sentiment de reconnaissance. Beaucoup y voient la formulation publique de frustration longtemps exprimée en privé. Ce sentiment peut renforcer la confiance collective et la perception d'une capacité d'agir, même limitée. Il ne se traduit pas immédiatement par des améliorations matérielles, mais il modifie le rapport à la parole politique. Le fait qu'un dirigeant exprime sans détour des thèmes de dignité et de souveraineté résonne fortement, notamment auprès des jeunes et des diasporas. Enfin, au niveau régional et continental, l'épisode s'inscrit dans une dynamique plus large. Les alliances émergentes au Sahel, fondées sur une logique de solidarité face aux pressions extérieures, trouvent dans cette séquence un élément de légitimation.
L'idée qu'un État ne soit plus isolé lorsqu'il s'exprime publiquement gagne en crédibilité. Cela ne supprime pas les divergences internes entre pays africains, mais cela nourrit une conversation renouvelée sur les marges de manœuvre collective. Dans l'ensemble, les effets concrets restent graduels et inégaux. Aucun groupe ne voit ses conditions transformées du jour au lendemain, pourtant, un déplacement est perceptible. La parole d'Ibrahim Traoré, amplifiée par les réactions et les silences qu'elle suscite, agit comme un révélateur. Elle met en lumière des attentes latentes, des calculs prudents et des espoirs mesurés. Les conséquences les plus durables ne seront peut-être pas celles qui se voient immédiatement, mais celles qui influencent, à moyen terme, la manière dont chaque groupe évalue le coût et la valeur de parler ou de se taire. À moyen terme, plusieurs trajectoires plausibles se dessinent sans qu'aucune ne s'impose avec certitude. Un premier scénario est celui d'une normalisation prudente. Dans cette hypothèse, l'épisode reste un marqueur symbolique fort, mais il est progressivement intégré dans les routines diplomatiques. Les relations avec les partenaires extérieurs se poursuivent, ponctuées de frictions verbales maîtrisées. Les acteurs internationaux ajustent leur communication sans modifier en profondeur leur position, tandis que les autorités burkinabées cherchent à transformer le capital symbolique acquis en marge de négociations limitées, mais réelles. L'impact est mesuré, durable surtout sur le plan discursif. Un scénario plus optimiste suppose un effet d'entraînement régional plus marqué. D'autres dirigeants africains, observant le coût limité de la prise de parole et l'absence de sanctions visibles, s'autorisent des positions publiques plus affirmées. Les alliances existantes au Sahel gagnent en cohérence politique et en visibilité internationale. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas suivi à l'identique, mais il contribue à déplacer le seuil de ce qui est acceptable dans l'expression publique africaine. Cette évolution pourrait favoriser des négociations plus équilibrées sur certains dossiers, notamment économiques ou sécuritaires, même si les progrès restent graduels. Un scénario plus pessimiste envisage une réaction différée. Les pressions ne prennent pas la forme de déclarations frontales, mais de leviers plus discrets, ralentissement de coopération, signaux négatifs sur les marchés ou soutien indirect à des acteurs internes opposés à la ligne actuelle. Dans ce cas, le coût de la prise de parole se manifeste avec retard, ce qui complique son attribution directe à l'épisode initial. Le risque est alors que le symbole se retourne, servant d'exemple dissuasif pour d'autres dirigeants tentés de suivre une voie similaire. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les domaines et les périodes. La clé de lecture commune réside dans la temporalité. Les effets les plus importants ne se mesurent pas immédiatement, mais dans la manière dont les acteurs ajustent leurs attentes et leurs stratégies. La recommandation implicite pour l'observateur est donc de résister aux conclusions hâtives. Il s'agit moins de prédire un résultat précis que de suivre les signaux faibles qui indiqueront si la parole publique s'installe comme un outil durable ou si elle est progressivement recontenue par les mécanismes habituels du système international. À ce stade, l'histoire cesse d'être seulement géopolitique pour devenir personnelle. Le spectateur n'observe plus un échange lointain entre États, mais une séquence qui interroge sa propre relation à la parole publique et au pouvoir. Beaucoup reconnaissent un sentiment familier, celui d'avoir longtemps pensé certaines choses sans jamais les entendre formulées clairement par un responsable politique. Cette reconnaissance explique en partie pourquoi l'épisode circule autant dans des espaces non institutionnels, là où l'identification prime sur l'analyse. Pour une première catégorie de public, notamment les jeunes, l'impact est lié à la représentation. Voir un dirigeant relativement proche de leur génération parler sans code diplomatique rigide donne l'impression que la politique n'est pas réservée à une élite distante. Même sans adhésion totale au message, l'idée que la parole puisse être directe et assumée élargit l'horizon du possible. Ibrahim Traoré devient alors moins un modèle à copier qu'une preuve que d'autres styles de leadership peuvent exister. Pour d'autres, en particulier au sein des diasporas, la séquence agit comme un pont symbolique. Elle réactive un lien avec des réalités politiques souvent suivies de loin à travers des récits fragmentés. Le discours et sa diffusion offrent un moment de connexion collective où l'appartenance ne passe pas par un territoire physique, mais par une expérience partagée de fierté, de débat et parfois de désaccord.
Enfin, pour les citoyens plus âgés ou plus sceptiques, l'effet est plus nuancé. Certains y voient un rappel d'épisodes passés, porteurs d'espoir, mais suivis de désillusions. Leur attention se porte moins sur l'émotion que sur la suite concrète. Que restera-t-il lorsque l'attention médiatique retombera ? Cette prudence n'annule pas l'impact du moment, elle le tempère. Ce qui relie ces groupes, malgré leurs lectures de différentes, est une même interrogation implicite. Quand une parole sort du cadre attendu, que fait-on de ce déplacement ? On peut l'ignorer, l'idéaliser ou l'analyser avec distance, mais on ne peut plus prétendre qu'elle n'a pas été entendue. C'est dans cet espace, entre émotion et réflexion, que le spectateur est invité à se situer. Si l'épisode doit produire des effets au-delà du symbole, il appelle une structuration en action lisible. Une première étape concerne la clarification interne. Les autorités doivent traduire la posture publique en lignes directrices compréhensibles pour l'administration, les partenaires économiques et les forces sociales. Sans ce cadrage, la parole risque de rester suspendue, ouverte à des interprétations contradictoires qui affaiblissent sa portée. La deuxième étape touche à la coordination régionale. L'intérêt manifesté par des dirigeants voisins suggère une opportunité, mais celle-ci nécessite des mécanismes concrets. Échanges réguliers, positions concertées sur certains dossiers et messages cohérents permettent de réduire le risque d'isolement. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'agit pas seul, mais comme un catalyseur possible d'une dynamique collective plus large, à condition que celle-ci soit institutionnalisée. Une troisième étape concerne la traduction économique du discours. Affirmer la souveraineté implique de préciser comment elle se décline dans les partenariats, les contrats et la gestion des ressources. Des objectifs mesurables, même modestes, donnent de la crédibilité à la posture politique. Ils permettent aussi d'évaluer les progrès, sans promettre des transformations immédiates irréalistes. La quatrième étape relève de la gestion du temps et des attentes. Les effets les plus durables se construisent rarement dans l'urgence. Communiquer clairement sur les priorités, les contraintes et les délais réduit le risque de déception. Cela suppose d'assumer que certaines avancées seront lentes et que des compromis temporaires peuvent coexister avec une ligne de fond plus affirmée. Enfin, une cinquième étape concerne la relation avec les citoyens. Maintenir un dialogue ouvert, expliquer les choix et reconnaître les limites renforce la confiance. La parole initiale a ouvert un espace d'écoute. Le défi est désormais de l'habiter durablement, par des actes cohérents et une communication régulière. Pris ensemble, ces pas ne garantissent pas le succès. Ils dessinent toutefois une trajectoire crédible où le symbole devient un point de départ plutôt qu'une fin en soi. Ibrahim Traoré et son gouvernement sont jugés moins sur l'intensité d'un moment que sur la capacité à inscrire ce moment dans une pratique politique continue. L'image revient naturellement à celle du début. Une salle pleine, des caméras fixes et un homme debout sans notes. Ce cadre simple sert de rappel que les moments charnières ne prennent pas toujours la forme de grands sommets ou de signatures solennelles. Parfois, ils naissent d'une scène ordinaire où la parole prend un poids inattendu. Ce souvenir structure la manière dont l'épisode est désormais raconté et transmis. Avec le recul, l'importance du moment tient moins à la phrase la plus citée qu'à l'atmosphère qu'elle a créée. Une atmosphère où le silence, les réactions différées et les échos lointains comptent autant que les mots eux-mêmes. Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une lignée de figures qui, à des époques différentes, ont incarné des attentes collectives sans prétendre les résoudre seuls. Il ne ferme pas une histoire, il en rouvre plusieurs. Le rappel émotionnel fonctionne parce qu'il est ambivalent. Pour certains, il nourrit l'espoir d'un repositionnement durable. Pour d'autres, il évoque la fragilité de ces instants, souvent suivis de compromis difficiles. Cette ambivalence empêche la conclusion facile, elle maintient la tension entre ce qui a été ressenti et ce qui reste à accomplir. La phrase qui demeure n'est pas un slogan, mais une impression, celle d'un seuil franchi, même modestement. Un seuil où dire non publiquement devient envisageable, où la parole cesse d'être seulement défensive. Cette impression persiste au-delà des débats et des analyses. Le courage ouvre, il ne garantit rien. C'est sur cette note que se referme la séquence émotionnelle, non comme une certitude, mais comme une invitation à observer la suite avec attention et lucidité. La séquence se termine sans appel à l'adhésion immédiate
ni à une conclusion définitive. Elle invite plutôt à un geste plus discret. Continuer à observer, comparer et discuter. Les moments de parole forte prennent leur sens réel dans ce qu'ils déclenchent ensuite, dans les conversations qu'ils ouvrent et dans les choix qui le rendent possible. Suivre ces évolutions demande de la patience et une attention aux détails plus qu'une réaction émotionnelle instantanée. Pour certains, l'intérêt sera d'examiner comment les relations internationales s'ajustent lorsque les codes sont bousculés. Pour d'autres, il s'agira de comprendre ce que ces épisodes disent des attentes sociales, notamment chez les jeunes générations africaines et au sein des diasporas. D'autres encore y verront un cas d'école sur le rôle du silence, de la temporalité et du récit dans la politique contemporaine. L'invitation est donc simple, rester dans une posture d'échange, partager des points de vue, confronter des lectures différentes et éviter les certitudes trop rapides. Les débats les plus féconds naissent souvent de désaccords argumentés plutôt que d'adhésions unanimes. Si cette histoire vous a conduit à vous poser de nouvelles questions sur la parole politique, la souveraineté ou les rapports de force actuels, alors le dialogue est déjà engagé. La suite ne dépend pas d'un seul discours, mais de la manière dont chacun choisit d'écouter, d'analyser et de répondre.